Les églises sont les premières victimes d'un urbanisme idéologique qui veut faire table rase du passé. Plusieurs dizaines sont dynamitées de la sorte rien qu'à Moscou. Une autre manière de persécuter la religion opium du peuple, et quand elles ne sont pas détruites, les églises sont remises aux pionniers, les futurs communistes. Il décrète que la religion est contraire aux intérêts du peuple. Dans tout le pays, il fait décrocher les vieilles icônes orthodoxes avant de les détruire. À la place de l'ordre ancien, il nourrit un projet radical. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine, sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Pour l'Union soviétique, il éprouve une ambition sans bornes. La vieille Russie a toujours été battue à cause de son retard. Ralentir le rythme signifie être à la traîne. Et les traînards seront battus. Nous, en Union soviétique, nous ne voulons plus être battus. Il lance de gigantesques chantiers. Gratte-ciel, métro, chemin de fer, barrages, centrales électriques. Il veut moderniser la Russie à marche forcée pour qu'elle devienne le paradis des travailleurs. Un monde où le chômage n'existe pas et où chaque ouvrier peut offrir une existence décente à sa famille. Un monde où Staline lui-même occupe la première place. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples ». De même que l'empereur était le petit père, le tsar, Staline est le petit père des peuples, bienveillant avec les anciens, à l'écoute des humbles. Il entasse dans un musée spécial les multiples cadeaux qu'on lui fait. Les artistes du peuple et autres sculpteurs émérites cherchent le meilleur angle. Bien sûr, la moindre de ces apparitions est un triomphe. À Moscou, Staline ne gouverne plus qu'à grands coups de mensonges.
a confié une mission aux journalistes et aux cinéastes. Ils ne doivent plus décrire le monde comme il est, mais comme il devrait être. La récolte est mauvaise. On fait filmer des paysans radieux dans des champs magnifiques. Les résultats industriels sont décevants. On publie des communiqués de victoire avec des chiffres truqués. On invente des héros, comme ce célèbre mineur, Alexei Stakhanov. Lors d'un concours, il a pulvérisé le record de productivité en extrayant 14 fois plus de charbon que les autres. Cette histoire est totalement fausse. Elle a été inventée par le parti. Mais elle permet d'abuser les soviétiques. En fait, l'URSS n'est plus qu'un gigantesque État policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont reçu un ordre terrifiant. Non seulement arrêter les suspects, mais aussi les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés et embarqués vers des destinations inconnues. Un enfant se souvient. Combien de jours a duré le voyage? J'en ai aucune idée. Dans le wagon, 7 personnes sont mortes de faim. Quand nous sommes arrivés à Tomsk, ils nous ont fait sortir et ils ont déchargé les cadavres. Des enfants, des jeunes et les vieux. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition en Allemagne. Ce sont tous des ennemis de la Révolution. Du moins, officiellement. En réalité, de simples citoyens. Des notables. Des religieux qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Ils sont mélangés aux prisonniers de droit commun. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail. Et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ces prisonniers sont transformés en esclaves. Dans les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Cela commence avec la collectivisation. L'agriculture doit être sacrifiée au profit de l'industrie et il faut surtout guérir définitivement les paysans de leur incorrigible mentalité de propriétaires. Ils sont enrôlés de force dans les fermes collectives ou kolkhozes. Quant aux récalcitrants, on emploie contre eux les réquisitions et autres méthodes du communisme de guerre que l'on croyait oublier. Il s'agit de débusquer le koulak, ou riche propriétaire. Staline a défini en décembre 29 la nouvelle politique, liquider les koulaks en tant que classe. Tous leurs biens sont confisqués, en principe au profit du paysan pauvre qui est invité à se servir. Les victimes sont les paysans qui avaient eu le tort de prospérer, mais pas seulement eux. Sur les 120 millions de paysans russes, 4% étaient classés comme koulaks. Or, la dékoulakisation frappera, selon les chiffres officiels, 15% du total, soit 18 millions de personnes. Les procès qui se tiennent dans les villages sont aussi ceux de toute l'agriculture russe, dont ils annoncent la mort.
Il en résultera une famine pire qu'en 1921, avec des millions de morts, notamment en Ukraine. Chaque village s'est vu fixer un quota de personnes à déporter. À la police locale de les trouver. Les paysans fournissent les premiers contingents massifs de zèques, les prisonniers de l'univers concentrationnaire que décrira Solzhenitsyn. Les camps de concentration vers lesquels convergent les colonnes précèdent de plusieurs années les camps allemands. Ils ne portent pas comme eux d'inscription à la gloire du travail libérateur. Encore que Dzerzhinsky, le père fondateur, y voyait une école du travail. On signale simplement le rattachement administratif, goulag, ou direction principale des camps, une branche de l'OGPU. Car l'heure est à l'industrialisation à marche forcée et le goulag devient tout naturellement le premier entrepreneur du pays. Il fournit la main-d'œuvre pour les canaux et les voies ferrées. D'autres travailleurs supposés libres construisent les objectifs plus prestigieux du premier plan quinquennal. La centrale électrique du Dniepr, la plus grande d'Europe, reçoit la visite du chef de l'État Kalinine, puis de Molotov. Magnitogorsk est à la fois une aciérie gigantesque et une ville construite de toutes pièces. Le royaume des stakhanovistes, du nom du mineur de choc qui a pulvérisé les normes. Les purges s'étendent maintenant à toutes les familles d'Union soviétique, sans distinction. Staline voit des ennemis partout. Il est devenu totalement paranoïaque. Contre ceux qu'il soupçonne de menacer son pouvoir, il encourage la délation. Dans chaque village, on doit être prêt à dénoncer son voisin. Et même ses propres parents. Un jeune garçon accuse. Comme pionnier, je suis obligé de vous le dire. Mon père a agi de manière contre-révolutionnaire. Et je vous demande, non comme fils, mais comme pionnier, de juger sévèrement la responsabilité de mon père. Le dictateur n'a pas épargné les militaires. 40 000 officiers sont morts dans la Grande Purge de 1937, dont 3 maréchaux sur 5, 9 généraux sur 10. À commencer par Toukhatchevski, le grand réformateur de l'armée. Seul Boudienny aura la vie sauve. Or, une nouvelle et dramatique épreuve va s'abattre sur le pays. Et malgré les nouveaux matériels que lui fournit la toute récente industrie lourde, c'est une armée rouge décapitée qui va subir le choc de la Seconde Guerre mondiale.